Bien que la découverte de l'arme atomique par l'humanité devenait préoccupante, on peut dire que la recrudescence de toutes ces vagues d'ovnis depuis l'année 1947, Roswell, cacherait en fait une autre réalité plus occulte. Le balai aérien de toutes ces manifestations d'ovnis avait pour raison de rappeler aux humains la venue d'un grand monarque qui serait chargé de préparer le retour du Christ sur Terre. Certaines prophéties et indices semblent indiquer le lieu de naissance qui serait la France, et surtout la date de naissance de ce grand monarque. Par exemple, cette prophétie bouddhiste qui nous dit que le nouveau Bouddha d'Occident, appelé le Maitreya, apparaîtrait dans un pays dirigé par le roi des coqs, 3000 ans après la mort de Bouddha. On peut dire que le pays du coq, c'est bien la France. Donc pour le bouddhisme, le Messie naîtra en France. Les girouettes en forme de coq ont été inventées en France. En interprétant le monument du roi Asoka, selon la branche bouddhiste du nord de la Corée, et d'après son calendrier, l'année 2003 du calendrier mondial chrétien correspondrait en fait à l'année bouddhiste 3030, soit déjà 30 ans au-delà du 3000e anniversaire de la mort de Bouddha. Donc le Messie ou Maitreya devrait être là maintenant, en chair et en os, physiquement présent sur notre planète, et d'origine bien française. Concernant la France, l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes serait un autre indicateur. Lourdes est une commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées et le code de ce département est en 65, ce qui pourrait nous donner une date probable de 1965. Autre signe, les Léonides, qui sont une pluie de météorites, auraient atteint un maximum d'intensité le 17 novembre 1966, avec 144 000 étoiles filantes par heure en moyenne, ce qui avait donné un spectacle incroyable aux observateurs du Middle West aux États-Unis. Les Léonides sont une pluie de météorites, ainsi appelée parce qu'ils semblent provenir de la constellation du Lion. L'arrivée vers notre système solaire, entre autres, des extraterrestres humides, serait un autre indicateur puisqu'ils entrèrent en contact pour la première fois avec un Espagnol qu'à partir de l'année 1965. Tout semble graviter autour de cette année, mais bon. Un petit historique concernant les humides pour ceux qui n'ont pas suivi certaines de mes vidéos. Tout commença en 1934, dès les premières expériences de radio à haute fréquence. Pour la première fois de l'histoire des ondes radio, s'échappèrent de notre planète. 14 années-lumière plus loin, un autre système stellaire possédant une planète appelée Humo, où une gigantesque antenne en orbite capta vers 1949 un message assez bref provenant de la Terre. Les scientifiques de Humo essayèrent de le décrypter, mais en vain. Ils envoyèrent alors un corps expéditionnaire humide en direction de l'astre d'où le signal avait été émis. Et le 28 mars 1950, une première nef, du moins un ovni, a pénétré dans l'atmosphère terrestre. La descente s'effectua aux environs du village de la Vie, dans les Basses-Alpes, en France. Ils installèrent une première base à cet endroit qui paraissait désertique. Ils passèrent un certain temps à analyser ce nouvel environnement et leurs habitants, puis s'implantèrent un peu partout, en Allemagne, en Australie, en Amérique du Sud, Canada, USA, Danemark, Espagne. Et en 1965, ils rentrèrent pour la première fois en contact avec un terrien espagnol nommé Fernando Sesma, par téléphone puis par courrier. Déjà, c'est assez intriguant que les humides atterrissent pour la première fois en France. Je pense que c'est pas vraiment le fruit du hasard. Bien qu'ils ne le savaient peut-être pas, mais eux-mêmes étaient peut-être quittés par une force suprême au-dessus de nous. Autre indice significatif, dans les années 40, les nazis auraient travaillé sur plusieurs programmes secrets, dont celui de Die Clock, dont le nom de code était Chronos. Un appareil pratiquement identique se serait écrasé aux États-Unis le 9 décembre 1965. Si leur engin pouvait voyager dans le temps, pourquoi donc les nazis auraient-ils choisi de l'envoyer à cette date bien précise de décembre 1965? Les informations sur Die Clock nous seraient parvenues grâce aux recherches faites par Igor Witkowski. En 2000, cet historien polonais, dans son ouvrage Prawda Wonderwaffe, la vérité sur les armes miracles, a fait des révélations sur des supposées recherches scientifiques effectuées par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale dans une mine désaffectée
Ludwigslust en Pologne. L'un de ces programmes gravitait autour de l'antigravitation et se faisait autour d'un engin en forme de cloche nommé Chronos ou Diglock. Diglock était un engin antigravitationnel fonctionnant à l'aide de mercure rouge nommé Xerom 525. Et pour que la machine fonctionne, il était nécessaire qu'elle ait un porte-bonheur. Il ne s'agit pas dans ce cas d'une médaille de Saint-Christophe, mais d'une phrase écrite en runes. Et c'est là que l'histoire de Dick Locke devient étrange, hein, car le 9 décembre 1965, vers 16h30, plusieurs centaines de témoins, répartis sur 3 États américains, Michigan, Ohio et Pennsylvanie, hein, ainsi qu'au Canada, apercevront une boule de feu suivie d'une traînée de vapeur traverser le ciel sur un axe nord-ouest-sud-est. Plusieurs pilotes en vol au moment des... Ah, comme je dis, plusieurs pilotes en vol au moment des faits aperçurent également le phénomène et parlèrent d'ondes de choc ressenties à proximité de l'objet. La traînée de vapeur persista plus de 20 minutes après le passage de l'objet, hein. Et à 16h45, vous avez 2 enfants qui jouaient dans un bois à côté de la petite ville de Kicksburg en Pennsylvanie, hein, virent un objet lumineux s'écraser au milieu de la forêt et mettre le feu aux arbres alentours. Immédiatement, ils rentrèrent au domicile et racontèrent l'histoire à leur mère qui prévint la police et les pompiers. Alors que les forces de police ainsi que les pompiers arrivaient juste sur le site, un escadron militaire de la base de Lockbourne, Ohio, se présenta sur les lieux, prit le contrôle de la zone et intima l'ordre à toutes les personnes présentes de partir. Pompiers, policiers et civils, hein, compris. Il ressort de l'étude de divers témoignages qu'un objet fut récupéré, chargé dans un camion et amené à la base aérienne de Wright-Patterson dans l'Ohio. C'est la fameuse base qui récupère en général les ovnis qui se crachent, hein. L'objet aura été gardé par les militaires armés vêtus de combinaisons anti-radiation avant d'être muré définitivement dans un bunker. D'après les témoins, l'objet aurait mesuré environ 3 mètres de haut. Il avait une forme de cloche de couleur bronze et sur son pourtour étaient gravés d'étranges caractères. Et comme je le disais tout au début, dans le programme Dick-Lock nazi, ils avaient mis une sorte de phrase sous forme de rune autour de la cloche. Donc ça correspond bien à la cloche allemande. Et enfin, j'en terminerai par ceci, hein. D'après les prophéties européennes, grand monarque et islamique le Mahdi, il semblerait que ce grand monarque ne pourrait avoir qu'une origine dite musulmane. Et c'est étrange car le 19-6-1965, vous avez le président algérien de l'époque, hein, c'était M. Ahmed Ben Bella, il sera renversé par un coup d'État qui sera mené par le colonel Boumedienne en 1965. Bon, c'est étrange qu'il ait choisi cette date, mais bon. La France ayant occupé l'Algérie pendant 130 ans, elle a très probablement fait venir les ancêtres du grand monarque sur son territoire, je pense, hein. Et ça expliquerait entre autres pourquoi Steven Spielberg aurait glissé cette petite phrase dans le scénario de son film, hein, La guerre des mondes. N'oublie pas qu'il a une dissertation à faire pour lundi sur la colonisation de l'Algérie par la France. À l'origine, dans le scénario de la guerre des mondes, cette phrase n'existait pas, hein. Donc Steven Spielberg l'a glissé pour nous faire passer un message indirect. Je pense qu'il a voulu nous dire que le grand monarque aurait un lien avec la France et l'Algérie, et probablement que les extraterrestres aussi seraient liés à son avènement. Bien entendu, lorsque je dis les années 65, 66, 67, hein, je me base un peu sur la prophétie bouddhiste, hein, et sur ce que je viens de vous dévoiler sur le code postal de la ville de Lourdes, hein, 65. Et comme vous le voyez sur la vidéo, hein, vous avez le Sacré-Cœur, hein, la position en hauteur du Sacré-Cœur. C'est peut-être un autre signe, hein. Et puis vous avez l'emblème de la croix de Lorraine, hein, du général de Gaulle, hein. Vous savez ce que c'est la croix de Lorraine, hein, c'est un emblème avec une grande croix et une petite barre. Là, comme vous voyez le Christ sur une croix, hein, avec le petit panneau au-dessus, INRI, hein. Et étrangement, le général de Gaulle a pris comme emblème une croix de Lorraine. C'est exactement la même apparence. C'est un nouveau signe, hein, annonciateur, je pense, hein.
Bah là, vous voyez, hein, c'est la fameuse croix de Lorraine à Colombey-les-Deux-Églises, hein. Bah, le général de Gaulle a choisi cet emblème, c'est pas par hasard, je pense, hein. C'est peut-être une nouvelle indication qui nous présenterait l'arrivée du grand monarque sur le territoire de France. Bien entendu, c'est pas le Christ qui va arriver, mais c'est l'annonce du grand monarque. Tout ça, c'est que des signes annonciateurs. Et bon, je vais vous faire montrer un peu le département de Seine-et-Marne dont j'avais parlé. Regardez, hein. Je pense que si le grand monarque devait naître, ça serait sur ce département. Du moins, c'est mon hypothèse, hein. Parce que le département de Seine-et-Marne dessine bien le profil d'un homme barbu, hein, la barbe se trouvant dans le sud. Bien entendu, je pense pas que ça soit le profil du grand monarque, hein, ça serait plus un profil du créateur des mondes. Sinon, vous avez l'île de France, vous voyez, hein, département de Seine-et-Marne, Paris et les Yvelines, hein.